Est-ce que l'injonction de 1995 est en quelque sorte la fille de l'astreinte de 1980 ? S'agit-il, avec ces deux textes et ces deux notions, de deux étages d'une même fusée, deux étages dont le second, celui de 1995, devrait en quelque sorte tout à l'élan propulseur du premier ? Si on s'en tient à la chronologie, l'astreinte a précédé de 15 ans l'injonction. Pourtant, en bonne logique juridique, l'astreinte suppose qu'il y ait eu au préalable une injonction, explicite ou implicite, dont elle vient sanctionner la méconnaissance. Par ailleurs, la loi de 1995, après avoir donné au juge le pouvoir de prescrire des mesures d'exécution, c'est l'injonction, lui donne aussi la possibilité d'assortir cette prescription d'un délai et d'une astreinte qui n'est pas exactement celle de la loi de 1980, et que d'ailleurs le projet de loi qui a conduit à la loi de 1995 ne prévoyait pas, et qui doit tout à l'insistance bienvenue du Sénat au cours du débat parlementaire. Alors, injonction implicite dans la loi sur les astreintes, nouveau type d'astreinte dans la loi sur l'injonction. Est-ce que l'évolution dont je dois vous parler est une évolution linéaire ou circulaire? Voilà, qui n'est pas très simple. Et je me souviens aussi que, avant que le Code de justice administrative vienne mettre un tout petit peu d'ordre dans ses dispositions, commenter devant des étudiants les dispositions imbriquées des deux lois de 1980 et 1995 n'était vraiment pas chose facile. En vérité, ma vision des choses est que se sont succédés, que coexistent, non pas tant une loi sur l'astreinte et une loi sur l'injonction, que deux dispositifs dont chacun combine astreinte et injonction. D'abord, un dispositif curatif d'intervention a posteriori visant à surmonter le refus par l'administration d'exécuter la chose précédemment jugée. Ce sont les articles L911.4 et L911.5 du Code. Et puis, second dans l'ordre chronologique, mais infiniment plus important, un dispositif préventif d'intervention a priori, modifiant et étendant le rôle du juge de l'annulation. Ce sont les articles L911.1 à 911.3 du Code. C'est en ayant présent à l'esprit ce fil directeur que je me propose, selon l'intitulé du sujet, de faire retour sur l'évolution, en précisant que la compréhension de cette évolution me paraît passer par plusieurs étapes, et non pas seulement par celle de 1980 et 1995. Il est certain que la loi de 1980 marque au plan législatif le début d'un processus. Il est certain aussi que 1995 demeurera pour très longtemps une date charnière du droit du contentieux administratif, mais néanmoins, il me semble que l'évolution qu'il s'agit d'évoquer ce matin ne se réduit pas à ces deux dates et correspond davantage à l'idée d'un continuum. Alors commençons tout de même par le commencement. La loi de 1980, elle correspond à une initiative gouvernementale. Le gouvernement avait demandé une étude à la commission du rapport du Conseil d'État, qui avait constitué un groupe de travail, qui avait rédigé un rapport, assorti de quelques propositions. Mais enfin, le Conseil d'État n'était pas très demandeur à l'époque, et c'est le gouvernement qui rédigea le projet qui a été soumis au Parlement. Le Parlement ne manifesta pas de réticence. S'il a fallu presque 4 ans pour que le texte soit adopté, ça n'est pas du tout sur la question des astreintes, mais sur la question de procédure de règlement forcé, de paiement forcé à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure et qui posait des problèmes de droit de la comptabilité publique assez compliqués. Alors la loi 1980, c'est son article 2. En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'État peut, même d'office,
prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public. À bien des égards, c'est une innovation, c'est une rupture, mais rupture qui est tout de même assortie dans le texte de la loi et dans le texte de son décret d'application de modalités qui marquent prudence et circonspection, peut-être timidité. Les demandes d'astreinte ne peuvent être présentées que 6 mois au moins à compter de la notification de la décision. Ce n'est pas un pouvoir du juge de droit commun. Seul le Conseil d'État peut prononcer des astreintes et selon des modalités qui ne sont pas principalement juridictionnelles puisqu'elles donnent une très large place à la commission du rapport et des études. Et surtout, l'astreinte n'est pas un droit et le Conseil d'État peut ne pas la prononcer alors même que les conditions objectives prévues par le texte pour y procéder sont remplies. Circonspection du texte, circonspection aussi manifestement de la jurisprudence. On sait que d'une façon qui est permis de regretter, le prononcé de la première astreinte se fit attendre 5 ans, et qu'on ne se bouscula guère ensuite pour, si je puis dire, rattraper le temps perdu. C'est sur un autre terrain qu'on vit poindre le changement, j'y faisais allusion en répondant tout à l'heure, avec la loi du 4 janvier 1992, à laquelle personnellement j'attache une assez grande importance dans le processus. Pas la loi du 4 janvier 1992, intitulée « Relative au recours en matière de passation de certains contrats et marchés », qui donne au président du tribunal administratif, saisi avant la signature du contrat et statuant comme juge unique, en premier et dernier ressort, le pouvoir d'ordonner, terme est dans la loi, d'ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Je disais tout à l'heure, mais je souhaite redire que autant, n'est-ce pas, ce texte a été commenté, bien connu en ce qui concerne le droit contractuel, je crois qu'on a oublié un peu sa signification dans l'évolution du droit du contentieux administratif. Et pourtant, n'est-ce pas, la directive communautaire n'imposait pas d'avoir une procédure de type juridictionnel. C'est ce choix qui a été fait à l'époque, c'est significatif. Et à la différence de ce qui s'est passé pour la loi de 1980, le juge administratif et le Conseil d'État se sont engagés résolument dans l'application sans défaillance de ce texte et dans une interprétation visant à donner la plus large portée à ce nouveau dispositif. Et je crois que là aussi, on méconnaît un peu l'importance que revêt l'arrêt d'Assemblée commune de Cabourg de 1994, rendu sous la présidence du président Long, qui y attachait énormément d'importance, avec de très remarquables conclusions de M. Lasvigne, sans lequel, je crois, on ne comprend pas très bien la fortune ultérieure de la procédure de référé. Je crois que l'arrêt commune de Cabourg est un élément très important de l'évolution de la jurisprudence. Alors, j'en arrive à la loi de 1995. Ainsi qu'il a été dit, cette loi avait plusieurs objets, et à vrai dire, je crois que dans l'esprit du gouvernement, en tout cas du garde des Sceaux, c'était beaucoup plus l'aspect de droit pénal, de droit civil et de distribution des moyens, c'était une loi de programmation, qui était l'essentiel. Mais on avait souhaité, le gouvernement avait souhaité, avait envisagé l'adjonction d'un volet de droit du contentieux administratif à ce texte très divers. Le vice-président du Conseil d'État fut saisi, il suscita la constitution d'un groupe de travail présidé par le président Rivière, qui présidait alors la Cour administrative d'appel de Paris. Le bureau du Conseil d'État se saisit des préconisations de ce groupe et transmit au garde des Sceaux ce qui allait devenir le titre 4 du projet de loi. Vous voyez ici une différence dans le mode d'élaboration entre la loi de 1980 et la loi de 1995, c'est assez différent. Alors,
Un certain nombre de dispositions insérées dans la loi de 1995 en matière de contentieux administratif avaient un caractère ponctuel, éventuellement fort important, mais rétrospectivement, et en tout cas pour aujourd'hui, nous ne nous intéresserons qu'à celles relatives aux injonctions et aux astreintes. C'était un peu dans l'air à l'époque, n'est-ce pas? Il y avait eu l'année précédente un rapport sénatorial de M. Arthuis et de M. Henel qui suggérait une évolution en ce sens. Le dispositif, on l'a dit tout à l'heure, était double. D'une part, une décentralisation du dispositif d'intervention a posteriori mise en place en 1980, la compétence que la loi de 1980 avait réservée au seul Conseil d'État était étendue aux tribunaux et aux cours pour l'exécution de leurs jugements et arrêts. Mais la véritable innovation était de dire que lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui impliquera de la part de l'administration une mesure d'exécution, le juge, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, le terme est fort, prescrit par la même décision l'intervention de cette mesure, c'est là et de façon explicite l'injonction. Alors, à la différence du texte de 1980, ce mécanisme est inséré au cœur de l'office du juge saisi du fond. Il fait partie de l'instance initiale, il est subordonné à des conclusions auxquelles, c'est la lettre du texte, il doit être fait droit si les conditions légales sont remplies. Alors il est intéressant de noter que dans le projet du gouvernement, la méconnaissance de l'injonction, l'éventuelle méconnaissance de l'injonction ne pouvait donner lieu à astreinte que dans un second temps. Et dans le cadre d'une nouvelle instance en astreinte. Mais ce dispositif a été renforcé, je dirais même transformé, par le très heureux amendement de la commission des lois du Sénat, auquel le gouvernement s'était opposé, que l'Assemblée nationale, dans un premier temps, n'avait pas adopté, mais qui fut adopté, fort heureusement, en commission mixte paritaire, prévoyant que l'astreinte peut être prévue en même temps que l'injonction. Alors, que retenir du débat parlementaire? Un très large consensus, que non pas affecté, mais qui est reflété, souligné par quelques prises de positions individuelles. Devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, il n'y a pratiquement pas eu de débat sur ce point. Monsieur Hamel, le sénateur Emmanuel Hamel, très connu à l'époque, qui évoqua, je cite, la répudiation d'un principe juridique qui découle directement de la séparation des pouvoirs, ou encore monsieur Cabana, l'interdiction de l'injonction à l'encontre de l'administration me semble être consubstantielle à notre philosophie des institutions. On voit deux interventions qui protestent, qui s'élèvent, mais qui manifestement n'entraînent aucun des parlementaires présents. Consensus, donc. Consensus que reflète assez bien le rapporteur du texte au Sénat, le sénateur Fauchon, qui n'était pas, et qui n'est toujours pas d'ailleurs, un zélateur inconditionnel du juge administratif, je parle un peu par litote, n'est-ce pas? Mais le sénateur Fauchon dit ceci dans son rapport, on ne peut que se féliciter, il y a un peu d'ironie et taquine, hein, on ne peut que se féliciter de voir proposer au législateur d'aider le juge administratif à s'affranchir d'un tabou centenaire qu'il s'était imposé à lui-même, le refus de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration. Consensus assorti d'une forme de surprise d'avoir à légiférer sur ce point, presque d'une dose d'indifférence amusée ou ironique, avec l'idée que, bon, on ne va pas changer grand-chose. À aucun moment le sentiment qu'était en jeu une question concrètement importante.
On disait, certes, qu'au plan théorique, il y avait là une novation, mais d'une façon qui suggérait surtout qu'on mettait fin à une anomalie un peu abstraite et d'une façon qui, substantiellement, ne modifierait pas profondément les choses. Un peu de scepticisme aussi. Le sénateur Dreyfus Schmitt, tout en soutenant l'amendement permettant d'assortir l'injonction d'une astreinte, disait ceci: « Le jour où les juridictions administratives prononceront d'emblée des astreintes à l'égard des collectivités, ce sera le signe qu'elles auront bien changé. Personnellement, je n'y crois pas. » En séance, le garde des Sceaux ne consacra que quelques mots à ces articles. À l'Assemblée nationale, ces articles furent adoptés sans aucune discussion. Alors, ces participants au débat, n'est-ce pas, auraient sans doute été très étonnés d'apprendre que quelques semaines plus tard, le président Chabanol intitulerait un commentaire de ces dispositions en parlant de « printemps procédural » pour la juridiction administrative. Il y avait un point d'interrogation dans l'intitulé, mais « printemps procédural ». Ou que le professeur Chaput écrirait un peu plus tard qu'avec la loi du 8 février 1995, je cite, « une page de l'histoire du régime du contentieux administratif a été tournée ». Alors qu'en fut-il, j'allais dire c'est plus important, non, qu'en fut-il des membres de la juridiction administrative? À la différence de ce qui avait valu pour la loi de 1980, il n'y eut ni réticence ni retard. La loi du 8 février, c'est dès le 14 mars 1995 qu'un tribunal administratif, le tribunal administratif de Basse-Terre, fait une première injonction, première prescription, qui sera confirmée en Assemblée du contentieux le 26 mai 1995, c'est l'affaire Etna. Et quelques semaines après le vote de la loi, le président Marceau, alors sur le point d'être atteint par la limite d'âge, mais une fois encore très, très en avance, n'est-ce pas, se trouvait à Strasbourg pour le 75e anniversaire de la création du tribunal administratif de Strasbourg, tribunal administratif, n'est-ce pas, qui avait été créé avec cette appellation en 1920, à la suite du traité de Versailles. Le président Marceau, donc, saisissait cette occasion pour dire dans son propos que le pouvoir d'injonction modifiait la vision traditionnelle de la distinction entre excès de pouvoir et plein contentieux. Alors, je ne dirais pas que nous avions tous la même capacité, la même acuité anticipatrice que le président Marceau, et nous n'avions pas, je crois, une vision très précise de ce vers quoi nous allions. Mais le sentiment, je ne dirais pas unanime, mais le sentiment dominant était qu'il fallait aller de l'avant, qu'il faudrait aller de l'avant et ne pas atermoyer comme avec la loi de 1980. Encore fallait-il surmonter quelques difficultés. La principale, qui à dire le vrai, n'avait pas été anticipée, apparut pour la disposition la plus innovante, celle qui permet de prescrire une mesure d'exécution dans un sens déterminé lorsque la décision juridictionnelle l'implique nécessairement. La difficulté tenait à quoi? Lorsque l'administration, à la suite d'une annulation, doit statuer à nouveau, elle doit le faire en fonction des données de droit et de fait existantes à la date de sa nouvelle décision, qui peuvent être différentes de celles qui valaient à la date à laquelle a été prise la décision annulée, et en fonction desquelles le juge avait annulé cette décision. Alors, cette éventualité d'un changement dans les circonstances de droit et de fait entre la date de la décision initiale et la date à laquelle le juge va se prononcer, l'éventualité de ce changement, quelles conséquences doit en tirer le juge, n'est-ce pas? Le juge peut-il encore considérer que cette décision cette décision d'annulation implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, alors qu'il
considère des situations de fait qui ont changé. Et est-ce que cette considération-là ne doit pas conduire le juge à se borner à prescrire un réexamen en fonction des nouvelles circonstances? C'est dans cette direction, un peu plus timide, que s'est orientée la jurisprudence, enfin, que s'est orientée une décision qui a dit on ne peut pas prescrire une nouvelle décision, prévoir quelle décision peut être prise. C'est la décision Régis de 1995. Alors cette décision n'est guère motivée, peut-être parce qu'il y avait un embarras, parce que peut-être aussi les tenants d'une approche plus constructive tenaient à minimiser la portée de cette décision. On laissa planer un peu de temps, et ça passait un peu de temps, on réfléchissait sur la façon de sortir de cette difficulté. Deux sous-sections eurent alors le bon goût, avant de porter devant une formation de jugement des affaires parfaitement bien choisies, de faire usage de leur pouvoir d'instruction pour déterminer, ce qui n'était pas du tout nécessaire pour la question de la légalité de la décision, pour déterminer si depuis les données de droit et de fait avaient changé. Et alors c'est enrichi de ces données superfétatoires pour l'appréciation de la légalité que les deux dossiers furent portés devant deux formations de sous-sections réunies différentes, siégeant à 2 jours d'intervalle, mais avec le même président de séance, et qui donnèrent lieu à 2 décisions jumelles, datées du même jour et comportant la même formulation de principe, à mes yeux très importante. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, je cite, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existante à la date de sa décision. En d'autres termes, l'office du juge se dédouble à l'intérieur d'une affaire. D'abord, il statue comme juge de la légalité d'une décision, et ensuite, il se place à la date de sa propre décision et statue alors à ce moment-là, comme l'avait pressenti le président Marcevon, comme un juge de plein contentieux. Ce sont les 2 arrêts Bourzac et Levaux du 4 juillet 1997 qui ont tenu une place considérable dans l'évolution de cette jurisprudence. Et on peut considérer que avec ces 2 arrêts et avec un arrêt de section de l'année suivante qui précisera, mais c'était évident, que lorsque les conditions de prononcer de l'injonction sont remplies, le juge doit la prononcer, qui n'a pas de pouvoir d'appréciation. On peut considérer qu'avec ces 3 décisions, moins de 3 ans après l'intervention de la loi, l'interprétation jurisprudentielle des dispositions législatives était parvenue à son terme. Mais l'évolution dont il me faut rendre compte n'était pas achevée, et il faut tenir compte d'abord de la procédure de référé ou la procédure de suspension. 2 aspects, il me reste 5 minutes, ça ira, peut-être 10. Non, vous avez déjà dépassé. J'ai déjà dépassé. Alors, 2 aspects doivent être distingués. D'une part, la façon dont, en utilisant la loi de 1995 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, le juge administratif a admis la possibilité de surseoir à l'exécution de décisions négatives, ce qui auparavant était considéré comme contraire au principe de l'impossibilité de prononcer des injonctions. Et je crois que la jurisprudence Ouattara du 30 décembre 2000 est très importante à cet égard. Et par ailleurs, la loi du 30 juin 2000 a expressément prévu un mécanisme d'injonction, d'abord pour le référé liberté de l'article 521.2, et puis l'interprétation jurisprudentielle des pouvoirs de la loi de 2000 a été dans le même sens.
Évolution jurisprudentielle qui s'est prolongée au-delà de la procédure de référé, dans ce qu'on a appelé la mise en place, dans l'apparition de ces injonctions jurisprudentielles ou prétoriennes dont il a été question déjà ce matin et que traitera cet après-midi Madame le professeur Perrin et à propos desquelles je renvoie par avance à ce qu'elle dira. Alors, en guise de conclusion, et là je vais terminer, en guise de conclusion, il est certain que les deux lois de 1980 et 1995 n'ont pas eu le même destin, n'ont pas la même image. La loi de 1980 a commencé sa carrière au sein d'une juridiction administrative inquiète, frileuse, aux prises avec le doute. La loi de 1995 a été donnée à un ordre juridictionnel rendu à l'optimisme et heureux de trouver dans l'intervention du législateur un élan, un encouragement auquel, je crois, elle était prête à ce moment-là. Mais plus profondément, au-delà de ces données de contexte, je crois que l'injonction de la loi de 1995 correspondait à un besoin beaucoup mieux identifié, bien plus concret que l'astreinte de la loi de 1980. En 1980, aussi bien dans le texte que dans la critique de la faible utilisation de l'astreinte, on mettait l'accent sur la nécessité de lutter contre des refus caractérisés d'exécution de la chose jugée. Qu'il y en ait eu, qu'il y en ait encore, c'est certain. Mais je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas surestimé l'importance de ce phénomène, qu'on a d'ailleurs, M. Bardou vous le disiez tout à l'heure, jamais réussi à quantifier de façon précise. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que bien des exécutions, bien des retards à l'exécution correspondaient et correspondent toujours aujourd'hui à des difficultés concrètes auxquelles l'administration se heurte pour exécuter. La technique très éthérée du juge de l'excès de pouvoir, la lenteur des procédures ont une part de responsabilité dans les difficultés auxquelles se heurtent toutes les administrations pour tirer les conséquences d'une annulation. Et je crois pour ma part que les mécanismes d'aide à l'exécution issus du décret de 1963 sont plus adaptés à ce type de situation que des mesures de contrainte. La menace, l'astreinte, est infiniment plus forte, à mes yeux, si elle est assortie d'une explication et d'un mode d'emploi. La faiblesse, à mes yeux, de la loi de 1980, c'est qu'elle recourait à la menace sans l'explication préalable. Je crois qu'on n'a pas pris les choses à ce moment-là par le bon bout. Le projet de loi de 1994 prévoyait l'indication de ce qui devait être fait et l'injonction, sans l'assortir de la menace, l'astreinte. Grâce à l'amendement sénatorial, la loi a réuni l'explication et la menace, l'injonction et l'astreinte, et, me semble-t-il, en les prenant cette fois dans le bon ordre. Il se trouve par ailleurs que la loi de 1995 a eu la chance d'être précédée par la loi de 1992, d'être prolongée par la loi du 30 juin 2000, et qu'au moment où elle intervient, en 1995, le juge administratif, qui faisait l'expérience du référé précontractuel, commençait à se sentir très à l'étroit dans l'habit traditionnel du juge de l'excès de pouvoir. Et il est frappant de songer à l'écart entre l'astreinte de la loi de 1980, qu'on ne pouvait prononcer qu'au terme d'un délai de 6 mois, et celle qu'un juge des référés prononce quelques jours après sa saisine et avec une exécution quasi immédiate. L'accélération du temps de l'instance a profondément modifié le paysage à cet égard. Quand, au mois d'août 2013, en plein mois d'août, le juge des référés du Conseil d'État enjoint au ministre qui, pour des raisons douteuses, avait interrompu l'immatriculation des véhicules de la marque Mercedes, quand le juge des référés ordonne au ministre de reprendre dans les 2 jours
l'immatriculation par une décision qui va être commentée par la presse allemande, par la presse américaine, je crois que là, il y a quelque chose qui illustre parfaitement le changement de contexte. Au total, donc, l'évolution me paraît avoir été beaucoup moins binaire, 1980, 1995, astreinte, injonction, beaucoup moins binaire qu'on ne l'imagine. Elle a été favorisée par la conjonction de plusieurs vents favorables, elle a été progressive, sans trop de heurts, déclenchée, scandée, encouragée par le législateur dans son principe, mais sa consistance tient aussi et surtout, je crois, à la façon dont le juge administratif a transformé son office. Et au total, pour résumer d'un mot ma pensée, c'est une assez belle histoire. Merci.